Je voulais d'abord remercier Jean-Pierre de m'avoir invité à animer ce débat, à plusieurs titres, parce que je trouve que déjà rien que le principe d'un débat et d'un échange, c'est toujours quelque chose d'attrayant, hein, quelque chose qui est, enfin, qui invite à l'échange, et donc rien que pour ça, c'était positif. Et puis bon, un débat sur le syndicalisme étudiant, c'est vrai que quand on voit je vais pas jouer les vieux, hein, mais quand on voit le documentaire, c'est vrai que pour nous, c'est quand même toute une partie de notre histoire, hein, et des luttes auxquelles on a participé qui reviennent. Donc, je ne vais pas me présenter plus avant, hein. Un certain nombre de gens savent que j'ai quelques responsabilités dans cette université, mais je voudrais donc introduire tout de suite les deux orateurs, hein, en sachant que ce que je leur ai proposé, le but étant qu'on ait un maximum d'échanges, c'est d'avoir un peu 3 temps dans cette soirée. La première, c'est qu'ils se présentent et qu'ils présentent en fin de compte leur vision du syndicalisme étudiant, mais à travers leur parcours, hein, que ça ne soit pas la théorie de leur syndicat, mais plus leur histoire qui nous raconte leur syndicat. Ça, on va essayer de le faire assez rapidement pour que après vous puissiez avoir la parole déjà dans un premier temps, hein, les interroger sur cette partie-là. Et après, on verra un petit peu en fonction du temps, hein. On essaie de se garder à peu près 1 heure, hein, c'est ça, de débat. Ensuite, s'interroger sur, parce que le documentaire, au début au moins, insiste beaucoup sur la notion de travailleur intellectuel, sur l'actualité de cette notion-là, ou plutôt, est-ce qu'on n'est pas passé, mais un peu comme toute la société, de la notion de travailleur à la notion de consommateur, et comment les étudiants se situent dans cette évolution. Et puis, la question qui traverse quand même tout ce documentaire, qui est la question de la solidarité. Solidarité interne au milieu étudiant, mais aussi solidarité externe, hein, internationale, etc. Alors, en sachant que le but, c'est pas de refaire l'histoire, hein, l'histoire, on l'a vu, il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans le documentaire, hein. Si on voulait les réexplorer tous, je pense qu'on n'en aurait pas assez de la soirée, peut-être même de la journée de demain. Donc le but ici, c'est plus de s'inscrire dans notre histoire aujourd'hui, en ayant entendu tout ce qu'on a entendu, en ayant tous ces thèmes en tête, hein, et en se disant, oui, ça fait partie de notre histoire, mais comment ça continue? Voilà, donc j'ai assez parlé, je vais passer, donc on a déjà entendu assez parler de l'UNEF, hein, donc on va commencer par Sud. Nicolas Preux, hein, qui va se présenter, et puis donc ensuite on passera quand même la parole au représentant de l'UNEF. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc moi, comme ça a été dit, je suis Nicolas, je suis étudiant à Lille 1 en Master 1 d'économie appliquée actuellement. Voilà, donc on m'a proposé d'intervenir en tant que syndicaliste étudiant pour cette conférence. Alors vu que j'ai pas eu un documentaire de 1 heure sur celui étudiant, je vais juste... Désolé. Donc je dis, vu qu'il n'y a pas eu 1 heure de projection sur celui étudiant, je vais juste essayer de replacer un petit peu l'organisation pour que chacun puisse se faire une idée. Les premiers studios étudiants ont été créés en 1995, donc en fait dans la foulée des mobilisations sur les retraites. Et la fédération studios étudiants, on peut dire donc plus ou moins l'organisation en tant que telle au niveau national, en 99. Voilà, les studios étudiants de Lille, donc qui est une des structures de cette fédération en 2003. C'est une organisation syndicale étudiante donc, qui a une particularité déjà, c'est d'être membre d'une organisation, d'une union syndicale, ce qui n'est pas le cas de l'UNEF par exemple. Donc on est membre de l'Union syndicale solidaire. Et donc on s'inscrit dans toute cette lignée du syndicalisme étudiant. Voilà, que c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Toute cette histoire, c'est aussi en partie un petit peu la nôtre. En l'occurrence, on se revendique de la charte de Grenoble, donc, qui définit l'étudiant comme un travailleur en formation. Donc, ça risque d'être un point après, donc ça peut être utile de le préciser. Et sur les valeurs que véhicule celui étudiant, ce qui le différencie aussi, c'est en premier lieu un principe autogestionnaire,
Donc contrairement à beaucoup d'organisations syndicales qui ont un fonctionnement très centraliste, par exemple, donc avec une ligne hiérarchique qui marche du haut vers le bas, nous c'est plutôt le contraire. On marche avec des bases locales qui sont décisionnelles et qui remontent leurs décisions au niveau fédéral, donc c'est un point important. De la même manière, l'autogestion, on essaie de la pratiquer, de le voir comme un modèle de société, donc on revendique comment dire, une meilleure participation des acteurs dans les différentes instances, donc sur l'université, donc que ce soit notamment les étudiants, mais aussi les personnels, etc., qui soient les seuls acteurs légitimes pour décider de la politique de l'université, très concrètement. Voilà, donc puisqu'on m'a demandé de me présenter donc mon parcours, pourquoi j'en viens à être actuellement militant à SUI étudiant. Pour placer grosso modo mon parcours politique, j'ai commencé à militer comme je pense beaucoup de personnes de ma génération en 2006 pendant les mobilisations contre le CPE. Ouais, je pense que c'est le cas de beaucoup de militants qui sont finalement uniquement des purs produits en fait de cette mobilisation qui était quand même un centralisateur de catalyseur formidable quand même sur ce plan-là. Je me suis syndiqué, alors je suis arrivé à la fac en 2008 il me semble, je me suis syndiqué il y a 2 ans, grosso modo. Et pourquoi je me suis syndiqué? Simplement à partir d'un constat en fait, actuellement j'ai plus de boulot depuis 1 mois et demi, mais sinon je travaillais 24 heures semaine, j'ai gagné 540 € par mois. Avec ça je devais payer mon loyer, mes études, etc. À partir de là il faut aussi également savoir articuler le travail et les études, ce qui est loin d'être facile. Voilà, je fais partie de ces 52% d'étudiants qui doivent se salarier pendant leur durée d'études. Au-delà de ça, j'ai actuellement comme diplôme une licence de sociologie. Voilà, ceux qui vous vous doutez peut-être que c'est quelque chose qui vaut pas grand-chose sur le marché du travail, et donc je suis comme beaucoup d'étudiants à m'inquiéter sur une fois que j'aurai fini mes études, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je serai en mesure de faire. Le marché du travail, on peut le voir être actuellement très dégradé, donc j'ai considéré que c'est une double nécessité pour moi de me syndiquer, avec cette volonté déjà de m'organiser collectivement pour essayer de défendre mes droits, et aussi une volonté d'avoir finalement un regard sur le monde à travers le syndicalisme, qui finalement a un aspect politique de transformation sociale, qui est aussi un point important pour ce étudiant. Donc voilà, donc, très globalement, on peut présenter les choses comme ça. Je vais peut-être laisser la parole après et éventuellement répondre à des questions, j'espère qu'il y en a. D'accord. Merci bien de cette introduction à la fois courte, mais qui rentre dans le vif du sujet. Donc je passe la parole donc à Maël Tichani, qui va se présenter l'UNEF. Je ne sais pas si on m'entend là. Ouais, c'est bon. Alors du coup, oui, donc j'ai été présenté. Donc Maël, je suis étudiant en 2e année à l'Institut politique à Lille 2, et je fais partie de l'UNEF, donc du syndicat étudiant depuis le début de mes études en fait, depuis 2010. Et donc ça c'est une courte présentation personnelle. J'ai été un peu pris de court par la demande qui m'a été faite par Yanis de prendre l'intervention à sa place. Mais je vais essayer de faire une intervention plus ou moins structurée en suivant en gros 2 axes. Donc ces 2 axes, ça va être en fait qui vont suivre en fait la vieille doctrine communiste du syndicat qui doit marcher sur ses 2 jambes. Donc les 2 jambes du syndicat, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord le rapport de force, et ensuite la présence dans les conseils de l'université, parce que je crois que l'UNEF a un peu dépassé le refus de la cogestion de l'université bourgeoise. Et donc voilà. Donc sur le premier axe, donc le rapport de force, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour... C'est trop fort? Ouais, non, c'est le système de... Ok, si elle oui, non, je vais me reculer. Parce qu'il y a qu'un seul micro qui doit être allumé en fait, c'est pour ça. Quoi? Parce qu'il y a plusieurs micros allumés, ça... Oui, mais on peut pas les éteindre. Ah, on peut pas les éteindre? Non, mais vas-y, parle plus près, c'est bon? On va s'éloigner. Ok, je vais essayer de m'éloigner un peu. Il n'y a plus d'écho là, c'est bon? Oui. Ok. Du coup, la première jambe, donc c'est le premier axe du syndicalisme étudiant
c'est le rapport de force. Donc ce rapport de force, j'ai appris à le connaître très rapidement puisque j'ai adhéré en 2010, juste au début du mouvement sur la réforme des retraites. Donc j'ai été très vite poussé justement à faire des diffs tous les matins devant ma fac, à aller manifester en faisant parfois partie du service d'ordre, ce dont j'avais un peu l'habitude grâce à mon expérience en tant que militant lycéen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est plus le militantisme sur un plan national. Ensuite, évidemment, l'UNEF, c'est un syndicat évidemment national, mais qui est aussi implanté au niveau local. Donc on a aussi des cas de défense individuelle ou des cas de défense collective qui sont spécifiques au niveau local. Donc par exemple, à Lille 2, l'an dernier, il y a eu une menace sur les modalités d'examen, sur les droits étudiants, qui étaient en fait par rapport au retour de rattrapage qui, pour l'administration de l'université, devait rimer avec la fin de la compensation annuelle. Donc on s'est battu contre ça pendant plus d'une semaine. On a, avec entre autres les camarades de Sud étudiants, on a envahi le conseil d'administration de l'université. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui s'en rappellent. Oui. Bon. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc ça c'est vraiment le rapport de force, vraiment pur dans sa forme, enfin la plus basique. Et ce rapport de force, en fait, il peut se construire que si on a des élus présents dans les conseils, que ce soit dans les conseils d'administration, dans les conseils du FR, des petites institutions, ou alors dans les conseils centraux des universités. Donc ça, j'ai appris à le connaître aussi juste après justement le mouvement des retraites, puisque juste après ce mouvement, il y a eu des élections au conseil d'administration de l'IEP, élections où je n'étais pas candidat, mais où j'ai encore fait mes premières par exemple mes premières interventions en amphi, etc., tout ce qui avait trait en fait à la campagne qu'a menée l'UNEF face à ce qu'on pourrait, face à une autre force qu'on pourrait, je pense, qualifier de corporatiste. Et, donc c'est ça aussi, la force de l'UNEF, c'est de défendre les étudiants, quels qu'ils soient. Je pense que bientôt on va aborder la question de la solidarité. C'est d'abord une question de solidarité entre étudiants et pas uniquement entre étudiants de telle ou telle filière. Donc voilà, ça c'est une chose. Et donc c'est quelque chose en fait qui a été extrêmement formateur. En fait, se présenter aux élections, c'est quelque chose qui permet en fait qui a été extrêmement formateur pour moi, puisque c'est vraiment un moment où certes on fait des tâches militantes de base comme coller des affiches, differ les tracts, mais ça c'est des choses assez simples. Et ensuite il y a une démarche qui est un peu plus compliquée, c'est aller vers les gens, leur parler, essayer de les convaincre. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, de formateur pour n'importe quel militant politique, qu'il soit syndical ou partisan. C'est vraiment l'apprentissage de la prise de parole en public, etc. etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la chose. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des anecdotes, des critiques. On va passer justement à cette partie question. Hein, je vous propose, pour ne pas rester dans le discours à sens unique. Alors, je voulais remercier Maël, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais parce qu'en fait, compte, effectivement, il intervient au pied levé, hein, donc effectivement, il n'a pas eu le temps de se préparer, donc, et je le remercie d'avoir relevé le défi. Hein, ça fait aussi partie de la réalité, sans doute, de l'action syndicale, de savoir aussi à réagir comme ça. Voilà. Hein, moi, peut-être pour lancer le débat, hein, en les écoutant tous les deux et en ayant écouté le documentaire, il est revenu dans le documentaire plusieurs fois hein, le mot j'ai eu la chance hein, de participer à l'UNEF. Hein, donc la question c'est un petit peu en gros hein, à travers ce qu'ils ont dit, ce qu'on a entendu, hein, quelle est cette chance en fin de compte hein, qui se partage quoi, hein. C'est un point d'entrée. Vous pouvez avoir d'autres questions. Ouais. Si vous avez des questions. Bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez le taux de syndicalisation des étudiants? Moins de 1%. Moins de 1%. Et comment vous pouvez l'expliquer, ce chiffre aussi bas? C'est une bonne question. Enfin, je peux peut-être répondre. On va y aller. Je pense qu'on aura...
Je pense que bon, il y en a un qui répond, l'autre qui Oui, peut je pense en- qu'on a chacun une interprétation différente, donc si je suis d'accord avec toi, je te dirai, mais... Ouais, je d'abord, il y a une première chose à souligner, c'est que le taux de syndicalisation chez les salariés est déjà très bas. C'est, il me semble, 7%. Un étudiant, généralement, il est étudiant pendant 2, 3, 4, 5, 8 ans, s'il fait un doctorat peut-être, voilà. En 8 ans, je pense pas que les salariés, quand ils débarquent à l'usine, quand ils vont bosser à McDo, etc., ils se syndiquent pas en débarquant comme ça à l'usine, tiens, je vais prendre ma carte LCGT, c'est parti, quoi. C'est quelque chose, c'est un processus, etc., et on est amené à se syndiquer, en fait, parce qu'on découvre la nécessité de se syndiquer. Dans la mesure où les étudiants, ils restent assez peu de temps à la fac, c'est assez cohérent, effectivement, que, voilà, il y en a beaucoup qui peuvent voir le statut étudiant comme un stade sur lequel on passe, et après on passe à autre chose. Et donc la nécessité pour les étudiants, enfin la compréhension de la nécessité pour les étudiants d'avoir à syndiquer pour défendre collectivement tes droits, alors qu'on a un statut qui est voué à changer d'ici quelques années, elle n'est pas forcément évidente. Ce qu'on remarque aussi, c'est que par exemple dans les secteurs d'activité où il y a un turnover très important, genre j'ai allé bosser à McDo ou à Quick, où généralement les salariés restent 6 mois, 1 an maximum, les gens ne sont pas syndiqués non plus. Et c'est finalement, je pense que sur cette question-là, le très faible taux de syndicalisation des étudiants, c'est finalement une cristallisation du faible taux de syndicalisation de la société de manière générale. En tout cas, c'est à titre personnel comme ça que je le comprends. Oui, donc je vais compléter l'intervention. Je pense que je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit mon camarade pour l'instant. C'est vrai que construire un mouvement, un mouvement syndical dans un milieu qui se renouvelle assez rapidement, en fait, c'est assez compliqué. Quand on a des statutaires qui finissent par partir au bout d'un moment, soit parce qu'ils changent tout simplement d'université, soit parce qu'ils décident qu'ils vont se consacrer entièrement à leurs études, ça rend les choses toujours un peu plus compliquées au niveau de la syndicalisation des étudiants. Je pense que le syndicalisme lycéen a le même problème. Donc voilà, ça c'est une première chose avec laquelle je suis totalement d'accord avec mon camarade. Une autre chose, je pense peut-être que celui d'étudiant sera d'accord avec moi, c'est que que ce soit parmi les salariés ou parmi les étudiants, je pense que c'est encore plus fort parmi les étudiants, c'est qu'il y a une forme de résignation qui s'est installée. Les gens ont peut-être pas forcément envie de s'engager parce qu'ils pensent que ça a toujours été comme ça, que changer les modalités de contrôle des connaissances, c'est impossible parce que il y a aussi la figure du professeur, de l'enseignant, excusez-moi, mais du professeur de l'enseignant qui est un peu là pour leur faire comprendre que ils sont juste là pour enseigner, pour étudier et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'ouvrir leur gueule. Et donc il y a la résignation face à la précarité, face à la précarité sociale, et il n'y a pas forcément l'envie de se bouger pour avoir une augmentation des bourses ou avoir une augmentation, une amélioration des conditions de vie. Donc voilà, je pense que on a à peu près fait le tour de la question. Ouais, si je peux peut-être rajouter quelque chose sur cette question spécifique, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le militantisme étudiant, finalement, dans ses formes, quand on voit des mouvements étudiants qui se mettent en place, on voit que contrairement à ce qui peut se passer, à mon sens, dans le secteur professionnel, c'est que généralement il y a des modes d'auto-organisation qui se mettent en place, notamment les assemblées générales, des coordinations nationales étudiantes, notamment parce que voilà, le syndicat c'est pas forcément l'outil universel pour militer. Enfin, moi je comprends très bien qu'il y ait des militants qui travaillent dans des associations, qui militent de manière autonome. Voilà, ça peut être des structures qui peuvent être efficaces aussi. De manière générale, puisque les syndicats professionnels en histoire, etc., sont plus implantés, ça devient de manière générale des structures qui, plus légitimement, vont organiser la lutte dans le secteur professionnel. Et même si effectivement il y a un très faible taux de syndicalisation chez les étudiants, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des mouvements étudiants, on l'a vu, qui peuvent être très massifs. Bon, après, il y a des époques où le taux de syndicalisation chez les étudiants n'était pas le même, mais ça n'empêche pas, voilà, comme on l'a vu pendant le CPE, pendant les mobilisations sur les rues, voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui vont se mobiliser, et très peu qui sont syndiqués dans le tas, et c'est pas gênant. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même une société qui n'arrête pas de dire aux gens pense à ta gueule, pense à ta gueule, pense à ta gueule. À force de dire aux gens de penser à leur gueule, curieusement, ils finissent par penser à leur gueule. Ça, donc, construire du collectif quand tous les messages qui sont envoyés disent justement qu'il faut lutter contre le collectif et que le collectif c'est l'ennemi, voilà. On a une pensée dominante qui n'est pas évidente à contrer.
Oui, bonjour. Quels sont les moyens de lutte de l'UNEF contre la privatisation de l'enseignement supérieur public? Quels sont les ponts que l'UNEF a mis avec d'autres organisations contre ça? Parce que ça fait déjà pas mal d'années, cette privatisation rampante de l'enseignement supérieur public, et évidemment due aux politiques ultralibérales et économiques. Oui, alors, je rappelle qu'il y a quand même 2 organisations syndicales à cette table. Mais là, la question, elle est générale, quoi. C'est comment, enfin, quels sont les moyens de lutte, c'est ça, contre les... Et puis bon, on va peut-être prendre l'autre question, puis on fera une... Oui. Je pense que les intervenants pourraient parler un peu plus fort. Ça permettrait... D'accord. Mais on essaye de régler avec les rigots. Ça permettrait, au contraire, de ne pas être obligé de régler les micros, et qu'à chaque fois, les micros résonnent parce qu'ils sont promis aux musiciens. Si vous pouvez faire un effort, surtout vous, monsieur. Je vais essayer de m'adapter. Ça va, comme ça? Je peux forcer, il n'y a pas de problème. Oh, ça va, Antoine? Oui. Très bien. Alors, quelques remarques et puis je poserai une question. La première remarque sur le film, hein, il y a bizarrement, il a oublié une étape. À un moment, à la fin, on voyait que l'UNEF-ID, alors que moi j'ai fait partie de l'autre UNEF. Et comme par hasard, tous les responsables qu'on a vus, c'est de l'UNEF-ID. Alors que moi je me rappelais à quelques élections, même au niveau national, on était très proche, 50-50%. Je sais pas, moi je suis une critique au film, hein, voilà. Je voulais le dire parce que c'est quand même une étape que j'ai vécue et bon, qui aboutit à la fin à l'unification. Enfin, l'unification, c'était pas simple, c'était pour moi une absorption plutôt. Hein. C'est un état de fait. Et de suite, après, il y a eu des mouvements qui sont apparus, qui n'étaient pas d'accord, comme Sud. Et puis un autre mouvement, je sais qu'ils sont de côté de Lyon, Rouen, etc. Hein. Donc, il n'y a pas que FSE, Sud, etc. FSE, ouais, voilà, c'est ça. Qui va fusionner avec Sud. Oui, non, mais c'est un état de fait. Hein. Je ne dis pas que c'est un petit peu une conséquence de tout ça. Alors, moi, ma deuxième remarque, c'est quand même entre deux là, les deux syndicats actuellement présents, c'est qu'il y a cette notion de syndicalisme de masse et de syndicalisme de lutte qui déchire un petit peu et qui fait partie des discussions toujours dans les congrès. Vous en êtes où sur cette question les uns et les autres? Deuxième, c'est une question. Ma deuxième remarque, c'était sur le taux de syndicalisation. Ça veut rien dire chez les étudiants. Vraiment, ça veut rien dire. Le plus important, ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu un taux de syndicalisation important chez les étudiants. C'est pas ça le plus important. Oui, et même, et encore, le contexte était un contexte international très particulier. C'était vraiment un cas vraiment particulier. Mais ce qu'on sait, c'est que les syndicats existent en tant que tels, mais qui sont capables de monter des mouvements sur des questions précises d'aujourd'hui. Ce qui m'amène à la question suivante, et c'est la dernière, c'est sur la loi LRU, puisque vous le savez bien, c'est la dernière loi qui a aussi divisé. Quelle est votre position les uns et les autres, sachant qu'on est dans une campagne présidentielle, et j'en ai pas peut-être un petit peu très à gauche, il y a certains qui veulent revenir sur cette loi, mais pas au Parti socialiste et pas à droite, ceux qui pourraient prendre les rênes de pouvoir. Je propose qu'on passe aux réponses parce qu'on a un stock de questions là, on pourra presque tenir la soirée hein, si on continue comme ça. Voilà. Alors, oui, donc sur la première question, sur la privatisation de l'enseignement supérieur, oui, c'est vrai que c'est un constat qu'on peut tous faire. Nous actuellement, enfin, je vais prendre l'exemple qui me vient, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'IEP de Lille qui a décidé de faire un partenariat à 5 000 € avec l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est un institut privé. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai problème,
c'est un vrai problème parce que actuellement, en fait, on est face à une idéologie qui nous dit que ça, c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent face aux étudiants, qui nous disent oui, c'est normal de payer plein de frais d'inscription parce que les bonnes écoles, c'est des écoles chères. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, on doit combattre. Et je pense que en fait, la meilleure manière de lutter contre la privatisation de l'enseignement supérieur, c'est de mettre en place un enseignement supérieur public qui soit de qualité. Et pour ça tout simplement, il y a un moyen qui est extrêmement simple, c'est de se battre au quotidien, c'est de se battre dans les conseils d'administration, mais aussi au quotidien auprès des étudiants en les mobilisant pour obtenir plus de moyens pour l'enseignement supérieur, pour obtenir des amphis qui ressemblent pas qui ressemblent à quelque chose et pas à rien justement, et qui ressemblent, qui permettent aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions, et ça permettra aux étudiants de se diriger automatiquement vers Lille 3 plutôt que vers l'Institut catholique de Lille, vers des instituts d'études politiques publiques plutôt que vers HEC ou l'EDEC ou la Schema. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les écoles de commerce à 15 000 euros par an, mais voilà. Donc en fait, le constat qu'on fait, nous, c'est que certes, il y a une privatisation de l'enseignement supérieur, mais pourquoi cette privatisation de l'enseignement supérieur elle existe? C'est simplement parce qu'on est face à une situation de l'enseignement supérieur public qui est absolument catastrophique, actuellement l'enseignement supérieur public est en train de se déliter, et c'est juste ce délitement qu'il faut arrêter. Alors évidemment, on ne va pas supprimer l'enseignement supérieur privé. Je pense qu'il y aura toujours des fils de riches qui ne voudront pas se mélanger avec le prolétariat, mais je pense que si on offre un service public de qualité, on peut justement enrayer la progression dans l'enseignement supérieur privé. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être sur cette question-là, puis on passera au suivant. Enfin, il y a sur cette question-là, puis il y en a pas d'autres qui ont été évoquées, j'ai pris des notes. Sur la question de la privatisation de l'enseignement supérieur, je vais peut-être parler sur le micro, ce sera peut-être plus simple. Sur la question de la privatisation de l'enseignement supérieur, je suis étudiant, en l'occurrence, on fait un véritable travail d'analyse sur ce qui se passe. En l'occurrence, c'est pas des... Il se trouve que c'est pas des trucs qui sortent de nulle part, c'est en grande partie des choses qui découlent de directives européennes. En l'occurrence, c'est le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne, si je ne me trompe pas, 99-2000, qui s'applique un petit peu dans l'ensemble des pays européens, et dont, pour revenir sur la question de la LRU, c'est finalement l'incarnation nationale de cette stratégie européenne à terme de privatisation de l'enseignement supérieur. Ça passe pas par n'importe quoi, c'est que on a assisté dans les années 60-70 à une démocratisation de l'université, au sens où il y a de plus en plus de jeunes, j'aime pas ce mot-là, mais qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et à partir de ce moment-là, il y a une volonté politique, de toute évidence, de remettre en place, plus qu'elle ne l'est actuellement, une forme de sélection sociale. Donc ça passe effectivement, par exemple, par l'enseignement public, l'enseignement supérieur public et privé, où on met des frais d'inscription exorbitants pour être sûr que, au moins, il n'y aura pas de fils de pauvres qui viendront salir les sièges des amphis, qui sont bien propres d'ailleurs dans ces écoles-là, généralement. Et par des mesures qui viennent s'ajouter, comme par exemple, je pense, le dernier en date, c'est la redéfinition de la licence, donc le plan réussite en licence qui met en place des formes de réorientation, comme ils disent, en fonction des filières, selon les résultats, etc., qui s'arrangent pour mettre en place des formes des modalités d'examen qui, de fait, excluent les étudiants salariés, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, représentent plus de la moitié des étudiants. Et donc voilà, il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Et en l'occurrence, je suis étudiant, ça fait maintenant 2 ou 3 mois qu'on essaie de faire un travail de sensibilisation envers les étudiants sur cette question, notamment donc la dernière réforme en date, comme je l'ai dit, c'est la nouvelle arrêté licence, le plan réussite en licence, comme il s'appelle. Pour passer donc à d'autres questions qui ont peut-être en vitesse quand même, parce qu'on m'a dit qu'il fallait avancer. Une opposition qui a été faite entre le syndicalisme de lutte et de masse. Comme ça a été dit, moins d'1% des étudiants qui sont syndiqués. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Le syndicalisme étudiant de masse, ça n'existe pas actuellement.
nous, on se revendique, je ne pense pas que ce soit le cas de l'UNEF, mais nous, on se revendique du syndicalisme de lutte, c'est-à-dire qu'on considère que le rapport de force, il ne doit pas se construire, par exemple, dans les conseils centraux, etc., ou en négociant, etc., mais c'est avant tout en mobilisant les étudiants, et à partir du moment où il y a des étudiants qui sont mobilisés, à ce moment-là, on peut réussir à obtenir des choses. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qui doit s'acquérir les droits sociaux. Et donc le syndicalisme de lutte, ça passe par là, et par une volonté également de transformation sociale, c'est-à-dire de critique de la société telle qu'elle est, notamment sur le plan démocratique, sur la question de la gouvernance des universités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur la question de l'UNEF, idée et donc de l'autre UNEF, hein, la vraie UNEF, comme elle est dite, ou de l'UNEF SE, comme elle est présentée par les militants de l'UNEF-ID. Alors c'est mon analyse à moi je suis pas l'UNEF, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais si on nous présente effectivement à partir de la scission entre les deux UNEF uniquement la vision de l'UNEF-ID, c'est parce que l'UNEF actuelle en fait c'est l'UNEF-ID qui s'est un peu renommée. Il n'y a pas vraiment une réunification ou d'absorption comme ça a été dit, c'est plus une dissolution de la vraie UNEF en 2001 à laquelle on a assisté, où finalement les AGE qui étaient de l'UNEF dite SE, finalement ont par exemple rejoint, comme ça a été dit, la fédération syndicale étudiante qui s'est montée à ce moment-là, avec des structures qui ont refusé la réunification, certaines qui ont rejoint la fédération étudiante, d'autres qui se sont autonomisées. Enfin bon, il suffit de regarder sur la question du fonctionnement ou sur la question des positions, l'UNEF actuelle, finalement, c'est les positions et le fonctionnement de l'UNEF-ID. Donc en fait, voilà, si quand on fait l'historique de l'UNEF, l'UNEF actuelle, son historique, c'est l'historique de l'UNEF-ID, à mon sens, en tout cas. Peut-être qu'il y aura une autre analyse à côté, je ne sais pas. Oui. Donc, je vais repasser peut-être la parole à Maël, parce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des questions. Oui. Et puis après, je vous propose qu'on avance dans notre débat. Alors, alors une première chose, sur la vision qui est donnée, enfin les critiques qu'on a pu avoir sur le documentaire, c'est vrai que ce documentaire, il a pas mal de qualités, mais il a aussi pas mal de défauts. Il a son principal défaut, c'est de montrer la construction de l'UNEF à partir de 1945, enfin de 1940 plutôt, ce qui est historiquement met de côté juste 33 ans d'UNEF. Donc c'est dit très rapidement en début de documentaire, vous l'avez peut-être un peu zappé, c'est que l'UNEF a été fondée en 1907 à Lille. Et donc il y a plein de petits défauts comme ça. On a l'impression, quand on écoute le documentaire, que dès le départ, l'UNEF était une organisation syndicale. Sauf que vous l'avez peut-être remarqué dans ce documentaire, c'est que dans les images des congrès de l'UNEF de l'immédiate après-guerre, on voit encore beaucoup de gens qui portent ce qu'on appelle une faluche. C'est un espèce de béret informe sur lequel on met des pins. Donc ça, c'est un symbole corporatiste, c'est pas un symbole syndical. Et en fait, l'UNEF syndicale, elle est née au moment de la rédaction et de la signature de la charte de Grenoble, qui définit l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de petits soucis au niveau historique et factuel dans ce documentaire. Ça reste un documentaire bien fait, mais donc voilà. Et sur l'analyse de Sud étudiant par rapport à l'UNEF, à l'UNEF SE, l'UNEF-ID, faut savoir que actuellement l'UNEF c'est pas uniquement l'UNEF-ID. On n'a pas juste, l'UNEF SE ne s'est pas dissoute. Il y a encore des camarades qui font partie, au niveau politique, il y a maintenant des clivages qui n'existaient pas, je pense pas, au temps de l'UNEF-ID. C'est vrai qu'il y a surtout, à Lille, il y a pas mal de camarades qui font partie du Parti communiste, qui font partie de l'Union des étudiants communistes. Donc c'est, je pense, un héritage de l'UNEF-SE. Je ne sais pas si je vais être contredit par Sud étudiant. Après, c'est vrai que certains camarades de l'UNEF-SE ont préféré ne pas prendre part à la réunification de l'UNEF. Après, c'est un choix qu'ils ont assumé, je pense, et c'est un choix qu'on peut respecter. Donc voilà, ça c'est sur les critiques qu'on peut faire sur ce documentaire. Alors sur le clivage entre syndicats de masse et syndicats de lutte, alors c'est vrai que nous à l'UNEF on ne se revendique pas du syndicat de lutte. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de se battre, ça veut juste dire qu'on pense que le syndicalisme c'est pas juste une élite éclairée comme on dit qui doit montrer le chemin à tous les étudiants, c'est justement le syndicalisme de masse, c'est aussi faire de la formation au quotidien, c'est recruter des adhérents pour les former, pour
pour justement mettre fin à la résignation du milieu étudiant, en leur expliquant un peu les problématiques de l'échec à l'université, en leur expliquant les problématiques des problèmes sociaux parmi les étudiants, etc., etc. Et on ne pense pas que ce soit... Enfin, c'est la vision de l'UNEF, hein, c'est pas la vision de Sud. À l'UNEF, on ne pense pas que c'est une minorité d'étudiants qui va vraiment pouvoir changer les choses. Alors certes, c'est important de faire des mouvements, mais ces mouvements, ils doivent aussi se construire avec un nombre d'adhérents qui est important, puisque c'est aussi le moyen de mobiliser les étudiants, c'est d'avoir tout simplement des fichiers de contact pour les contacter, pour pouvoir les contacter. C'est aussi pouvoir connaître un maximum d'étudiants en sachant qu'ils ont une formation politique à peu près claire et une politique qui va pas partir un peu dans tous les sens. Et donc voilà, je pense que on a fait à peu près le tour de la question entre ce gros clivage, je pense, qu'il existe entre Sud et l'UNEF. Merci bien. Bon, comme d'habitude, hein, on prévoit 3 temps au débat, et le premier temps, il prend plus de la moitié du temps. Donc, je vous propose de reconfigurer un tout petit peu notre débat, peut-être en se recentrant, mais sans oublier peut-être cette question de l'évolution, parce que bon, les deux intervenants se sont appuyés tous les deux sur la charte de Grenoble, hein, qui est effectivement une référence importante. La question, c'est celle de sa confrontation à la réalité de ce que c'est que le milieu étudiant actuellement. Mais cette question, on peut tout à fait l'aborder à travers la question de la solidarité. Hein, donc je vous propose peut-être de rebondir un petit peu sur la question de la solidarité, parce que quand on dit solidarité, moi j'avais proposé trois approches. Hein, c'est solidarité envers qui, hein, avec qui on la construit et pourquoi faire, hein, avec quel projet. Donc c'est un peu avec ces 3 portes d'entrée que je vais demander de nouveau à nos intervenants d'intervenir, hein, et puis on terminera le débat sur cette question. Non, on va peut-être commencer dans le sens. Oui, je peux recommencer. Ouais. Alors la solidarité, envers qui? J'ai envie de répondre envers tout le monde. La solidarité, elle doit se construire, certes, dans le milieu étudiant, sans distinguo de filière, puisque ça c'est ce qu'on appelle du corporatisme, et c'est ce qui au final construit la cogestion dans les universités, c'est ce qui construit pas la réaction, mais le conservatisme dans les universités, parce que je pense qu'on fait tous le constat dans nos facs, dans nos conseils, c'est que les élus qui sont partis des corporations étudiantes ne sont pas là pour se battre, ils sont là pour obtenir les budgets pour leurs soirées, et c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment utile. Donc d'abord, ça c'est un premier point, envers tous les étudiants. Un étudiant, il doit être solidaire envers tous les étudiants, il doit pouvoir se battre, que ce soit un étudiant de Lille 1, il doit pouvoir se battre à Lille 3, Lille 2, n'importe où, limite partout en France. Donc ça c'est un premier point. Envers tout le monde, c'est aussi envers le reste de la société, que ce soit envers les salariés, les retraités. C'est ce qu'on a montré quand on s'est battu en début d'année dernière contre la réforme des retraites, contre le recul du départ de l'âge à la retraite. Et également, la solidarité, elle se construit aussi au niveau international. On a vu pas mal dans ce documentaire. Tout d'abord, c'est aussi ce qui a fait la construction de l'UNEF en tant que syndicat. C'est le début de la guerre d'Algérie, c'est l'internationalisme, la solidarité entre les peuples, avec le peuple algérien qui était opprimé par le colonialisme et l'impérialisme français, et également plus tard avec la mobilisation contre la guerre du Vietnam et contre ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme américain. Et ça, on peut toujours le voir aujourd'hui. C'est par exemple l'UNEF qui s'est mobilisée dans les manifestations de soutien au peuple tunisien, au peuple égyptien, au peuple syrien, etc. etc. Donc la solidarité, en fait, elle n'a pas de limite. On la construit pour tout le monde, mais la seule limite qu'on a en fait en tant que syndicat, on a parlé de la charte de Grenoble, il faut savoir qu'on est aussi signataire en tant que syndicat, je ne sais pas pour l'UNEF en tout cas, de la charte d'Amiens, qui précise que les syndicats reconnaissent le rôle de transformation sociale des partis et des sectes, mais restent indépendants de ces partis et de ces sectes. Donc voilà, donc en fait la solidarité on la construit pour tout le monde, mais il y a une limite qu'on se pose et qui est très claire à l'UNEF, c'est qu'on refuse de la construire avec des partis politiques. On n'est pas partisans, et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et pourquoi
tout simplement parce qu'on est des syndicalistes et qu'on est là pour se battre, pour obtenir de nouveaux droits, et si on ne le fait pas avec un minimum de solidarité, on n'arrivera jamais à rien. Donc, voilà, je laisse la parole à Sud, à Solidaire. Ouais. Sur la question du corporatisme, je pense que je partage l'analyse du camarade de l'UNEF. Voilà, il est important voilà, à partir du moment où on s'organise collectivement, s'amuser à segmenter en secteurs d'activité, filières, etc. C'est uniquement, voilà, ça peut que être une faiblesse. Il faut comprendre que les thématiques qui touchent les étudiants bio, généralement, c'est les mêmes que celles qui touchent les étudiants maths, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va bouffer le soir, comment on va se loger, quoi. Et donc, c'est le rôle d'un syndicat de savoir réunir, coordonner ces différents étudiants, les fédérer et mettre en place des mobilisations pour organiser les étudiants pour défendre nos droits collectivement. Donc ça, je pense qu'on pourra le dire 15 fois, on sera toujours d'accord là-dessus. C'était vite fait aussi, mais voilà, la solidarité, et pour faire le parallèle avec la charte de Grenoble, on considère que les étudiants sont des travailleurs en formation. Là, ce qui est important là-dedans, c'est le mot travailleur. Nous, on a cette cohérence à SUI étudiant, dans la mesure où on est un syndicat de travailleurs en formation, d'être membre d'une union syndicale qui fédère les profs, les cheminots, les postiers, il y a des problématiques qui sont inhérentes au système économique dans lequel on vit, qui s'appelle le capitalisme, et qui touchent l'ensemble des travailleurs, donc des travailleurs en formation ou des travailleurs en exercice. L'exemple qui a été repris, c'est la question des retraites. Voilà, moi aussi, un jour, je vais avoir une retraite, j'aimerais bien l'avoir, si possible, pas 85 ans. Puisque ça a été évoqué, donc nous aussi, on se revendique de la charte d'Amiens, comme il me semble... peut-être pas la CFDT d'ailleurs. Excusez-moi, mais il me semble que vous revendiquez l'apport de la charte. Enfin bon, bref. Mais bon, grosso modo, mis à part les subtilités sémantiques, il me semble que la quasi-totalité des organisations syndicales se revendiquent de près ou de loin de la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, en effet, elle parle d'indépendance syndicale. Alors, j'ai pas très bien compris, il me semble, peut-être l'intervention de mon camarade, mais ça n'empêche pas. Je l'ai encore lu il n'y a pas très longtemps. Il me semble pas qu'elle empêche les organisations syndicales de travailler avec les organisations politiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait de manière assez générale quand on organise des mobilisations unitaires de manière interrogable. Ce dont parle la charte d'Amiens, c'est la question d'indépendance au sein du syndicat. Et il me semble que sur cette question-là, il y a une très grande différence d'appréciation de ce texte par l'UNEF ou par SUI étudiant. Nous, on pense que ce n'est pas aux organisations politiques d'intervenir en tant que telles au sein du syndicat. Ce qui est de fait pas la position de l'UNEF, dans la mesure où, quand j'ai parlé de l'UNEF dit SE, on m'a tout de suite rétorqué l'Union des étudiants communistes. Moi, j'ai parlé d'un syndicat, pas d'une organe politique, quoi. De toute évidence, de par son fonctionnement, l'UNEF, qui s'organise en tendance et en sensibilité dans les tendances, ça correspond en réalité à de l'entrisme politique au sein d'une organisation syndicale. Et d'ailleurs, c'est montré très très bien dans ce documentaire avec, comme c'était dit, l'UNEF trotskiste, l'UNEF communiste, etc. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas super convaincu par cette segmentation, mais bon. Un syndicat, à notre sens, ne peut être efficace que s'il est en mesure de défendre les étudiants, quelle que soit l'étiquette du gouvernement en place. Si jamais on est, truc trop con, un syndicat qui est contrôlé de fait par le Parti Socialiste et que c'est le Parti Socialiste qui est au pouvoir, est-ce qu'on est en mesure de défendre les étudiants ? Moi, je pense que non, à titre personnel. Quel que soit, quelle que soit l'appartenance politique du militant syndical, et je pense qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui sont membres d'organisations politiques ou même qui vont voter, c'est autre chose d'avoir cette indépendance en fonction du pouvoir politique, en fonction de l'étiquette du parti politique qui va mettre en place tel ou tel projet de loi, d'avoir une capacité d'analyse sur quelles vont être les répercussions sur l'ensemble des étudiants, est-ce que c'est faste, néfaste, etc. Et quelle est la position qu'on va défendre en fonction. Et donc j'insiste dessus puisque pour SUI étudiant c'est très important. Donc il y a ces deux textes, la charte de Grenoble et la charte d'Amiens. Soit en passant la charte de Grenoble, on est très attaché à la question de l'étudiant comme travailleur en formation. Le reste, notamment tout l'aspect historique, etc., on s'en écarte un petit peu. Et voilà. Ouais. Je vais donner
tout petit droit de réponse et puis Oui, après on parce passe que au débat. là, il y a eu des accusations assez graves qui ont été portées contre l'UNEF et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à accepter. Donc non, l'UNEF c'est pas contrôlé par le Parti Socialiste. Alors certes, il y a des tendances à l'intérieur de l'UNEF parce que on est un partisan, mais on est quand même un syndicat, donc on a une ligne politique et entre camarades, on n'a pas toujours la même ligne politique. Donc forcément, on s'organise en tendance, ça évite d'avoir à se taper sur la gueule tout le temps. Donc oui, parfois ces tendances elles correspondent vaguement à des partis politiques. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Si vous connaissez un minimum, s'il vous plaît, on laisse s'exprimer les. Si vous connaissez un minimum l'UNEF, c'est le respect du débat. Vous sauriez que les organisations politiques en fait parfois être ensemble les tendances et que on peut trouver des trotskistes dans différentes tendances de l'UNEF. Et donc voilà, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que certes, oui, on a des militants qui sont parfois encartés au sein de l'UNEF. Ça ne veut pas dire qu'ils militent politiquement. En général, on refuse de faire militer des militants syndicaux qui, à côté, ont travaillent politiquement, enfin, ont un militantisme politique. Et donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, on est aussi, si on est apolitique, c'est aussi pour refuser, apartisan, pardon. La politique, c'est la phage. Si on est apartisan, c'est aussi pour justement défendre les étudiants, quel que soit le gouvernement en place. Et il faut savoir que quand l'UNEF, dans ses textes d'orientation, a dit qu'elle refusera la rigueur d'où qu'elle vienne, c'est pas uniquement pour viser Nicolas Sarkozy, c'est pour aussi en visant un certain François Hollande qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, est candidat à l'élection présidentielle et qui veut mettre en place la rigueur pour les étudiants et pour l'ensemble de la population. Donc juste quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas contrôlé par le Parti Socialiste, on n'est pas contrôlé par le Parti Communiste, on n'a jamais été contrôlé par personne, on ne le sera jamais. Et juste, puisqu'on est... on est à se taper les uns sur les autres. J'ai un peu de mal à recevoir des leçons d'indépendance syndicale de la part d'une organisation qui prend part à des manifestations politiques, comme ça a été le cas dimanche dernier. Voilà. Bien. J'avais introduit. S'il vous plaît, merci. Je vous donnerai la parole. Je voudrais faire un point. Je suis l'animateur, je suis désolé. C'est une forme de pouvoir, ça peut même être un abus de pouvoir, mais je l'assume. Oui, donc ce que je voulais dire, j'ai voulu introduire ce débat-là sur comment les gens vivent le syndicalisme. Je ne voudrais pas que le débat, et c'est pour ça que je voulais intervenir, devienne un débat d'idées et d'affrontement de deux organisations. Nous ne sommes pas nombreux ce soir. Je préférerais qu'on revienne à notre question, c'est comment construire la solidarité. Je pense qu'il n'y a pas trop de force pour la construire. Bien sûr, il y a des méthodes, des manières, je les ai entendues, vous les avez entendues comme moi, mais je pense qu'on peut échanger autre chose et plus constructivement ce soir. C'est ce que j'aimerais que la fin du débat nous permette. Maintenant, je vous laisse la parole. Il y a deux interventions. On va commencer par l'intervention d'en haut. La question, c'est que la question de la solidarité, c'est pas une question qui est neutre dans son application. L'application concrète de la solidarité, c'est une lutte politique. Par exemple, pour prendre un cas relativement récent, sur la question de la santé des étudiants. Il y a eu une petite réforme gouvernementale qui avait pour objet d'augmenter la taxation des mutuelles. On peut être pour, on peut être contre. Mais au niveau étudiant, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de défendre finalement une santé pour tous au niveau étudiant, l'UNEF a fait le choix de défendre simplement une considération financière qui n'intéressait uniquement que la structure à laquelle elle est liée, qui est de l'NDE. Alors qu'une position politique sur cette question-là aurait été de dire la santé pour tous. C'est-à-dire, par exemple, faire la communication sur, par exemple, la CMU complémentaire, qui est accessible à un grand nombre d'étudiants. Au lieu de ça, systématiquement, il y a une information erronée et volontairement erronée qui est faite envers les étudiants sur la CMU complémentaire, en niant totalement les caractéristiques de la CMU complémentaire. Ce qui a encore été fait récemment dans nos éclairs par Yanis Zekbib, qui a indiqué que la CMU complémentaire, ça ne s'adressait pas aux étudiants.
Et globalement, il y a eu une manœuvre qui a été faite pour faire en sorte que les étudiants ne prennent pas la CMU complémentaire, pour qu'ils prennent des mutuelles, parce que l'UNEF est financée directement par la LMDE. Et c'est-à-dire que les financements de la structure jouent fortement sur finalement les objectifs politiques de la structure et quelles sont les revendications de réforme et de solidarité. Or, la santé, c'est quelque chose de fondamental. Il y a plein d'étudiants qui ne peuvent pas se soigner et refuser l'information sur la CMU complémentaire ou la déformer volontairement, à mon sens, c'est en partie criminel. Donc, on va prendre la deuxième intervention et puis après, donc, on passera au. Enfin, là, c'était pas vraiment une question. Hein. J'aimerais qu'on revienne à un débat, qui ne soit pas des. Voilà. Alors, je comprends très bien la position du syndicaliste. Effectivement, cette volonté d'indépendance affichée. Je comprends très bien, je loue ça. Maintenant, force est de constater que beaucoup de l'ancien UNEF se retrouvent au Parti socialiste. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, je voudrais vous dire, monsieur le président de séance, question de sémantique, un débat, c'est une discussion entre personnes d'avis différents sur le même sujet. Hein. Définition du Larousse, petit Robert. Donc, ça veut dire que c'est critique, ça peut être contradictoire. Donc si vous ne voulez pas de critique, dans ces cas-là, il ne faut pas utiliser le mot débat. C'est simple. Il est bien évident que je ne répondrai pas à cette remarque. On en discutera tout à l'heure après le débat. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais laisser passer la parole à Maël et ensuite je passerai la parole à la question suivante. Alors, par rapport à la première intervention sur les mutuelles étudiantes, alors il faut savoir que ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a été en face d'une politique de rigueur, justement, qui visait entre autres tous les travailleurs, mais également les étudiants. Et sachant que les étudiants ont des gros problèmes de santé, je pense qu'on est d'accord sur ce constat, des gros problèmes pour se soigner, c'est juste complètement incohérent de dire, face à un doublement en fait de la taxation sur les mutuelles étudiantes, de dire on va tous passer à la CMU complémentaire. Non, en fait, le problème c'était que si cette taxation passait, soit les SMER, parce que en fait les mutuelles étudiantes c'est pas juste la LMDE, c'est aussi les SMER qui sont certes des sociétés mutuelles complètement dégueulasses qui font en fait de l'assurance plus que du vrai mutualisme, mais soit les SMER se cassaient la gueule, soit la LMDE se cassait la gueule. Et à un moment, il y a la moitié des étudiants qui se seraient retrouvés sans mutuelle, qui auraient essayé de se retourner vers d'autres structures qui n'auraient pas pu les accueillir, et on se serait retrouvé avec une moitié des étudiants qui n'auraient pas eu de mutuelle, qui n'auraient pas eu de complémentaire santé. Et pour les accusations envers le président de l'UNEF Lille, qui est Yannis Zegui, quand il dit, juste arrête de m'interrompre, et quand il dit que la CMU complémentaire n'est pas faite pour les étudiants, c'est pour une raison simple. C'est parce que la CMU complémentaire, actuellement, elle est gérée par des mutuelles de salariés. Et les mutuelles de salariés, elles ne comprennent rien aux problématiques de la santé des étudiants. Il faut savoir qu'actuellement, le premier poste de dépense des étudiants en termes de santé, c'est la contraception. Et c'est des mecs les gens qui gèrent les mutuelles de salariés, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et oui, en fait, on préfère que ce soit des mutuelles gérées par les étudiants. Donc, oui, la LM2 c'est géré par les étudiants et qui comprennent en fait les problématiques de la santé des étudiants, qui préfèrent rembourser les IVG, qui préfèrent rembourser la contraception, etc., plutôt que des mutuelles de salariés qui vont rien comprendre aux problématiques de la santé des étudiants et qui vont faire n'importe quoi, qui vont faire la prévention contre l'alcoolisme alors que c'est pas du tout le problème des étudiants, etc. Donc ça c'est une première chose. Par rapport à la deuxième intervention, effectivement, oui, il y a pas mal d'anciens militants de l'UNEF qui militent politiquement au Parti Socialiste maintenant. Mais après, je pense pas que ce soit à l'UNEF d'assumer... je pense pas que ce soit un problème si l'UNEF forme mieux politiquement ses militants que le Parti Socialiste et le mouvement des jeunes socialistes. Voilà. Oui. Je vais partir sur celle-là. Je veux dire une chose, c'est une critique au syndicalisme étudiant, et je le dis parce que ça me fait mal aussi. Je dis à la fois, j'ai vécu à l'UNEF ou l'UNEF communiste,
et l'UNEF-ID qui est l'UNEF socialiste, on va dire. Hein, ok. La réalité, c'est quoi? Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas une critique vers vous, etc. Je fais une autocritique aussi. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de... Alors, la question, c'est quoi? Je pense que l'UNEF, au sens large, les deux n'étaient pas forcément affiliés, les gens, les militants, les adhérents affiliés à un parti ou à un autre. Les directions, oui. On ne va pas se mentir. Les directions, oui. Ce qui explique le pourquoi qu'on arrive après les caser par-ci, par-là dans les bureaux nationaux. Mais le distinguo, je dirais, entre militants, adhérents, etc., et puis les directions. Et je trouve que c'est une réalité, et une réalité qui traverse tous les syndicats, parce que les syndicats, ils sont politiques. C'était la courroie de transmission, etc. Voilà, j'arrêterai là et j'accuse personne. Hein, c'est une autocritique de syndicalisme, on va dire, dans lequel j'ai aussi milité. Alors, ma question, et c'est pas une critique, je pense que vous avez anobli, je pense dans la solidarité, ce sont bien sûr les plus défavorisés, et c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a de quoi. On sait qu'il y a 22% d'étudiants qui ne se soignent pas, etc., etc. Je pense que les syndicats ils font bien, mais aussi dans ces classes défavorisées, vous avez oublié les étudiants étrangers, parce que et là vous avez tous les ans des problèmes concrets. Je ne dis pas que vous avez oublié ce soir. Hein. Je sais que vous faites des campagnes, etc. Je voudrais vous écouter aussi à ce propos-là. Oui, alors. Si j'ai bien compris la question, ça porte uniquement sur les étudiants étrangers. Oui, donc effectivement, on les a pas oubliés ce soir, c'est juste que c'est un peu compliqué de parler de toutes les thématiques qui touchent les étudiants, mais c'est vrai que aussi bien, à l'UNEF, on se bat en fait au quotidien pour aider les étudiants étrangers. On a des revendications qu'on porte dans les conseils, comme la création d'un guichet unique d'accueil pour permettre, pour faciliter en fait le fait d'étudier en France quand on a un titre de séjour provisoire, etc., etc. On milite pour le fait que une carte d'étudiant, ça doit être équivalent à une carte de séjour, etc., etc. Et donc voilà. Et on se bat également au quotidien face à des menaces d'expulsion d'étudiants étrangers, entre autres en faisant signer des pétitions, en se déplaçant jusqu'au tribunal administratif, jusqu'à Douai, comme on l'a fait l'an dernier avec les camarades de Sud. Oui, donc effectivement, en fait, on pense aux étudiants étrangers parce que tout simplement, ils sont dans les mêmes amphis que nous, ils ont les mêmes cours que nous, les mêmes partiels que nous, et au final, c'est les étudiants comme nous. Et quand on construit la solidarité, on construit aussi la solidarité envers les étudiants étrangers. Et il n'y a pas de distinguo à faire entre les étudiants qui soient de nationalité française ou d'origine étrangère, de nationalité étrangère. Voilà. Sur les étudiants étrangers Ouais. Alors j'ai peut-être pas compris la question, je sais pas si c'était une critique sur qu'est-ce qu'on fait sur les étudiants étrangers. Alors je vais parler. On n'en a pas parlé. Voilà, non mais ok, donc je vais c'est voilà. Je peux dire voilà sur l'ILIN, voilà, moi je peux parler de ce que je vis en tant que militant syndical sur l'ILIN, qui est une université où il y a 25% d'étudiants étrangers. Donc du coup beaucoup d'étudiants étrangers qui ont des problèmes de titre de séjour. Et vu qu'on est la seule organisation syndicale qui fait un travail au quotidien, on a beaucoup de retours. Et c'est des fois très difficile à gérer. Juste puisque la question elle est posée, pour donner un ordre d'idée, bon voilà, il y avait les élections de conseils centraux à l'île 2 ce matin. Moi j'étais parti aider les camarades de l'île 2 qui tractaient, etc. pour essayer d'avoir des élus, c'est cool. À 14h je suis parti puisqu'il y avait un rassemblement devant le tribunal administratif pour soutenir une étudiante chinoise donc, qui avait reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et qui risquait de se faire expulser, etc. Donc on a fait un rassemblement de soutien, etc. On était 25, 30, voilà. Et bon, je pense que on verra, on aura le verdict dans 15 jours, mais je pense que c'est possible que cette situation soit régularisée. Et juste avant de venir au débat, donc là je suis revenu à peu près vers 16h quand le rassemblement s'est fini, et entre 16h30 et 17h30, juste avant d'arriver ici, j'ai lu la loi CESEDA concernant la question des étudiants étrangers, des étrangers de manière générale en France, puisqu'on avait un étudiant de l'ILIN aussi qui a été arrêté samedi, il me semble, et puis qui depuis est en centre de rétention administrative, et donc il y avait sa copine qui nous demandait des informations juridiques par téléphone, etc. En l'occurrence, les flics ont fait de la merde comme d'habitude.
Et sa situation était très précaire, et donc on a essayé de l'aider. Et il a actuellement un APRF sur sa gueule, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Et il fallait donc avoir l'aide juridique pour qu'il puisse faire des recours pour renouveler son titre de séjour étudiant. En l'occurrence, les flics avaient essayé de l'arnaquer en lui demandant des trucs, en sachant qu'il n'arriverait jamais à les avoir. Et sachant que nous, on était là pour l'aider parce que son avocate lui avait fait un faux bon. Donc je pense qu'on fait un travail sur l'ILIN, d'ailleurs autre part aussi, mais peut-être que là, les moyens étudiants étrangers, donc moins de cas sur cette question-là. On fait un travail sur l'ILIN qui nous prend, moi je pense, la majeure partie de notre activité syndicale, malheureusement. C'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent et sur lequel il y a beaucoup de boulot à faire. Et c'est quelque chose qui nous prend à cœur. Et puis pour revenir sur la question de... Alors c'est marrant, ça rebondit du coup, mais sur la question de syndicats de masse, etc. Moi je pense que c'est aussi le rôle d'un syndicat de mettre en place les cadres appropriés pour régler ces questions-là. Et en l'occurrence, sur l'île, les militants de étudiants sont beaucoup impliqués dans le RUSF, le réseau Universités sans frontières, donc qui est un réseau d'étudiants dans lequel beaucoup d'étudiants étrangers qui ont des problèmes de titre de séjour participent et donc essaient de résoudre collectivement ces questions-là. Et dans le collectif étudiants étrangers qui s'est monté sur l'ILIN avec un rassemblement d'associations d'étudiants étrangers, justement d'aide aux étudiants étrangers pour essayer de... Bon, c'est plus large que sur la question de titre de séjour, mais qui travaille beaucoup sur ces questions. Et que, voilà, je pense que c'est quelque chose qui tient, voilà, qui est central dans l'action de SUI étudiant, c'est la question de l'auto-organisation des luttes, et on travaille beaucoup aussi à mettre en place ces structures qui sont, à mon sens, très légitimes pour travailler sur la question des étudiants étrangers. Voilà, et c'est quelque chose qu'on fait au sein de SUI étudiant, mais qu'on essaie aussi de mettre en place, on met en place ces structures appropriées, quoi. Sachant que voilà, c'est un travail syndical, mais on a conscience que l'auto-organisation des luttes sur la question des étudiants étrangers, c'est une question importante. Bien. Alors, y a-t-il encore une question dans la salle? Et puis après, sinon, je vais demander aux deux intervenants de conclure, peut-être de donner leurs sentiments sur ce débat, et puis peut-être sur les choses qui sont importantes pour l'avenir. En matière de solidarité, il y a un élément qui est très important, c'est la question du logement. C'est une question qu'on pourrait peut-être aborder, savoir finalement les positions des uns et des autres par rapport au logement. C'est quand même, pour les étudiants, un élément majeur. Ok. Bon, donc on fait un petit tour sur le logement, et puis on passe à la conclusion, ou peut-être vous intervenez sur le logement et vous concluez, peut-être pour qu'on... écoutez, on peut faire ça aussi. Ouais. Oui, donc je pense que sur le logement, on a une analyse qui est assez similaire. Après, peut-être que sur les solutions, on n'a pas forcément la même approche. Donc nous à l'UNEF, on se bat en fait au quotidien, normalement, notamment avec la FERUF, la Fédération des étudiants en résidence universitaire de France, qui est là pour en fait défendre les étudiants en les représentant au conseil de résidence, en mettant en place les moyens pour améliorer leur quotidien, parce que vivre dans un 9 mètres carrés pour avec des cafards qui courent sur les murs, c'est pas forcément génial, c'est pas forcément les meilleures conditions pour étudier. Et donc voilà, et on a aussi une démarche qui est celle d'un syndicat, de masse, c'est-à-dire de construire le rapport de force, comme on l'a fait il y a 2 ou 3 ans à la Cité 1 Antony, en se mobilisant auprès à la fois du CRUS et de la communauté urbaine pour empêcher la destruction de ce qui était en fait la plus grande résidence universitaire de France, et ce qui nous a permis d'obtenir une avancée plutôt importante sur ce thème-là. Pour ce qui est de la conclusion, oui. C'est pas facile. Effectivement, c'est assez difficile de conclure un débat qui a été quand même assez riche, qui a permis, je pense, de retracer un peu tout ce qui a trait en fait à l'histoire de l'UNEF, qui a permis je pense, de définir quelques points de clivage avec Sud étudiants. Je pense qu'il y en aurait encore d'autres à trouver, mais là, je pense qu'on pourrait y passer la nuit. Donc c'est aussi intéressant, je pense, de débattre avec des camarades qui n'ont pas forcément la même position que nous, même si au final, je pense qu'on n'est pas forcément beaucoup plus avancé, mais c'est toujours positif, je pense, d'échanger ces points de vue. Voilà. Ouais, donc sur la question du logement, l'analyse qu'on a, nous, c'est qu'actuellement, il y a une politique sciemment conçue de la part du pouvoir actuellement de détruire
l'organe qui est actuellement en charge de la question du logement, c'est le Crous. Donc, si vous avez regardé le film attentivement, vous avez remarqué que c'est une création de l'UNEF, donc qui est un outil qui est actuellement en train de se déliter. La plupart des services qui sont fournis par le Crous, en l'occurrence la question du logement et des bourses, c'est des trucs qui sont de plus en plus externalisés. Par exemple, pour avoir un exemple très concret sur la question sur les universités, où c'est parfois les universités qui créent leur propre CTU, parce que le Crous n'a simplement plus les moyens d'en construire d'autres ou de les rénover. On peut supposer que... l'analyse actuellement, c'est ça. Sur la question de qu'est-ce qu'on fait, sur Lille, c'est quand même l'académie de Lille, c'est quand même une des plus défavorisées par rapport au nombre de logements, par rapport au nombre d'étudiants. On est dans une situation assez dramatique, et nous, actuellement, on essaie de travailler avec un interlocuteur qu'on considère comme un peu plus légitime que la FERUF, qui est la FERUL, la Fédération des étudiants en résidence universitaire de Lille, qui est, il faut le dire, quand même un peu plus active que la FERUF sur Lille. Et avec lesquels on arrive à faire un travail qui, j'espère, est assez efficace. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la question de mise en place de cadres d'auto-organisation des luttes. Je pense que il y a des interlocuteurs qui sont très légitimes pour parler de la question du logement, c'est ceux qui vivent dans les logements étudiants. Voilà, les étudiants qui aillent pour se loger, etc. Nous, on a des fois des étudiants, des cas d'étudiants qui simplement n'ont pas de logement, qui dorment dans leur voiture, ou quand ils n'ont pas de voiture, ils dorment où ils peuvent. C'est des questions qui sont très larges, très vastes. Il y a pas mal de problématiques de solutions qui peuvent être apportées, qui sont assez différentes. Par exemple, la nationalisation du logement étudiant, c'en est une. La question de mettre en place ce qu'à étudiant on appelle un salaire socialisé pour permettre aux étudiants de se payer leur propre logement. Voilà, c'est d'autres pistes. Voilà, un ensemble de pistes qui peuvent être évoquées. Et voilà, pour faire vite. Du coup, pour conclure sur le débat, moi aussi j'ai trouvé ça sur beaucoup de points assez enrichissant. La question alors j'avais déjà dit aux organisateurs tout à l'heure, ça aurait peut-être été intéressant aussi d'inviter des structures étudiantes non syndicales, puisque ça aurait du coup clivé beaucoup plus le débat, puisque c'est toujours intéressant, je pense, de cliver les débats, moi. Voilà, on se retrouve peut-être avec le camarade là-bas. Et voilà, mais sinon, le seul truc qui est peut-être un peu surprenant, c'est que en tant que je suis étudiant, j'ai l'impression d'arriver un petit peu comme un invité sur cette question, vu la projection qu'il y a eu avant. C'est bon. En même temps, il n'y a pas encore de film sur l'étudiant, les fronts d'étudiantes, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Voilà. Bien. Donc, il me reste à conclure. Je vais être très bref pour remercier nos deux intervenants. Je pense qu'ils nous ont montré que le militantisme au quotidien, ça continue à exister. J'ai bien entendu ce qu'ils ont dit sur le logement étudiant, sur les étudiants étrangers. Il y a des étudiants qui se battent sur nos universités. Je crois que c'est important, il fallait le redire, il fallait le savoir. Et je remercie encore Jean-Pierre d'avoir organisé ce débat. Et puis je vous invite à nous retrouver juste après. Je te laisse la parole. Je vous remercie. Donc, comme je l'ai dit, je vous propose de poursuivre autour d'un verre amical. La nouvelle revue est parue, vous y trouverez, notamment en ce qui concerne les conférences questions de sens, les deux prochaines séances qui seront dans des engagements relativement divers, puisqu'on parlera de l'éducation affective, de l'émotion à l'engagement, et ceci au mois d'avril, et au mois de mai, on s'ouvrira autour des droits économiques, sociaux et culturels, ensuite des droits de l'homme. Voilà et ça au mois de mai. Voilà, je vous remercie. Juste une information avant de partir. Je vous conseille, si vous voulez approfondir la question de la vie étudiante et de l'engagement donc du syndicalisme étudiant, le site de l'association Germe, ça s'écrit comme un germe, donc sur Internet.
qui est le centre d'études justement et de recherche sur la vie étudiante. Groupement d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Désolé, j'ai pas repris mais donc effectivement qui était une source d'information très très intéressante. Voilà. Merci à votre